d'améliorer cette efficacité énergétique. Bon, je vais présenter deux approches qui, combinées, à mon sens, pourraient apporter des améliorations. Donc, je vais présenter un petit peu la radio cognitive, bon, et ensuite cross-layer design, et voir comment ces deux approches pourraient contribuer à améliorer l'efficacité énergétique. Bon, d'abord, je sais que M. Benkahla va aussi présenter la radio cognitive, donc je vais un peu rapidement et présenter ce que nous avons fait dans notre équipe, comme ça vous saurez aussi ce que nous faisons. Donc ça pourrait intéresser des collègues pour collaborer. Voilà, j'ai fait ce choix pour cette partie parce que je sais que Mohamed il va parler de la radio cognitive en général, j'imagine, dans l'introduction. Voilà, donc moi je me concentre un peu sur ce que nous avons un petit peu fait. Je passe après à la cross-layer design. Donc d'abord, juste rapidement, d'où vient la radio cognitive, la radio cognitive ou la radio intelligente, parce que Jacques Palico a tout fait pour qu'on ne l'appelle pas la radio cognitive. Donc il a fait rentrer et fait valider par l'Académie française la radio intelligente. D'accord ? Donc en français, on dit radio intelligente, on ne dit pas radio cognitive. Donc, mais bon, on dit radio cognitive dans les papiers, mais bon, l'Académie française, c'est la radio intelligente. Alors donc l'idée c'est qu'au départ on cherchait à aller vers des fréquences très élevées parce qu'on a dit que le spectre, quand on le regarde sans voir qui est dans ce spectre, on voit que chaque fois qu'il y a une couleur, ce sont des opérateurs, c'est des standards qui occupent ces bandes. Donc on voit que toutes les bandes sont occupées. Quand on regarde, je pense que j'ai un slide, je dois avoir un slide sur ça. Oh, il a sauté. Je suis désolée, parce que j'avais c'est dommage. Ouais. Bon, j'avais un slide j'avais une figure qui n'est plus là, qui montre l'occupation. Donc ça, c'est le standard. Les standards sont là. Ils occupent les bandes. Et il y avait une étude qui a été menée, que vous connaissez tous, par la FCC, par les autorités de régulation aux États-Unis, et qui a montré que le spectre, il n'est pas occupé en permanence. En fait, 70% du spectre, d'après leurs mesures, reste libre. D'accord ? C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, les réseaux mobiles, par exemple, le soir ou la nuit, il y a moins de transmission. Ou dans certaines zones, pendant la journée, à midi, dans des endroits où c'est des endroits de business, il y a beaucoup de communication, mais le samedi, dimanche, il n'y a pas de communication sur ces zones. Donc, il y a une activité qui n'est pas en permanence. Donc, quand on analyse l'occupation spectrale, on trouve qu'il y a beaucoup de place. Donc, avant d'aller chercher des bandes supérieures, essayons d'utiliser d'une façon efficace le spectre qui est déjà disponible. Ça permet aussi, parce que quand on va travailler à 30 GHz ou à 60 GHz, il faut aussi avoir les composants qui fonctionnent à ces fréquences. Donc ça, c'est aussi d'autres challenges. Et la communication n'est pas du tout la même, parce qu'à 60 GHz, c'est une communication directive. C'est la longueur d'onde, elle est très très faible, c'est quasiment des rayons optiques. Donc c'est d'autres problématiques qui vont se poser, parce que, il faut quand même, parce qu'on parle tous des multitrajets, c'est un problème, mais les multitrajets, ça permet quand même d'amener de la diversité. Et donc, quand ils sont combinés d'une façon cohérente, ça permet d'augmenter la capacité. Donc voilà, c'est avant d'aller chercher des fréquences plus élevées, essayons d'utiliser d'une façon plus efficace. Donc pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par la radio cognitive. Donc qu'est-ce que c'est que la radio cognitive ? Bon, c'est un terme qui a été proposé par Mitola. Donc Mitola, il a fait sa thèse à KTH et donc dans sa thèse, il a parlé d'une radio très intelligente qui communique avec son... Bon, donc la définition, je vous lis les choses. Donc Mitola, il dit que c'est une radio qui utilise un model-based reasoning pour to achieve a specific level of competence in radio-related domains. Donc pour moi, cette radio cognitive n'existe pas encore, celle de Mitola. Parce que celle de Mitola, c'est de l'intelligence artificielle. C'est une engine qui est capable de s'adapter. Donc il y a un modèle intelligent qui, avec les informations qui arrivent, prend des décisions, s'adapte et essaye d'optimiser les critères, c'est-à-dire capacité, puissance, tout ce qu'on veut, par rapport à ce qui arrive. Donc ce n'est pas... je continue. Donc ça, c'est une radio pensée en général.
Il n'a pas donné des pistes aussi sur le. Donc, il a surtout dit, voilà. Donc, la thèse parle surtout d'un modèle intelligent qui s'adapte. Donc, Hykin a été un petit peu plus précis. Donc, c'est une radio intelligente dans la communication sans fil qui est au courant aussi de son environnement. Et qui utilise, donc qui s'adapte donc selon les statistiques de variation de l'environnement et essaye d'optimiser les paramètres, c'est-à-dire transmit power, carrier frequency, modulation strategy en temps réel pour essayer d'optimiser les objectifs de la transmission, à savoir des communications reliable, c'est-à-dire efficaces et une utilisation efficace du spectre. Donc déjà là, on est tombé à la couche physique. Puisqu'on parle de où les couches un peu, parce qu'il y a aussi l'allocation de puissance, donc ce sont les couches basses. On n'est plus dans une machine intelligente qui résonne à tous les niveaux pour optimiser son environnement. Et donc voilà, ça c'est Hykin. Ensuite, la FCC s'approche un peu de cette définition. Donc la FCC, c'est l'autorité de régulation aux États-Unis. Elle dit que la radio cognitive, donc c'est une radio qui est capable de changer les paramètres de l'émetteur en fonction de l'interaction avec l'environnement. Donc, c'est un système qui, en permanence, il fait du sensing et essaye donc d'optimiser pour utiliser. Donc là, au début, c'était white spectrum. Je vais expliquer ce que c'est pour essayer d'optimiser l'efficacité spectrale. Donc, il y a le spectre est classé par 3 catégories. Donc, on a le spectre noir qui est occupé, d'accord ? Le spectre blanc qui n'est pas occupé, white space, et il y a le spectre gris qui est occupé, mais peut-être on peut encore communiquer sans affecter voilà. Alors, je vais quand même dire une chose, c'est que donc là, ce spectre, on a vu qu'il n'est pas occupé, enfin, il est disponible à peu près à 70% selon l'activité du primaire. Mais ces primaires, ce sont des standards, ce sont des technologies licenciées, c'est-à-dire ce sont des opérateurs qui ont acheté le spectre. Donc ça leur appartient. Donc l'idée de venir opérer sur ces bandes, il faut d'abord qu'ils acceptent. Et c'était le point de blocage au départ de la radio cognitive. C'est que les opérateurs, ils disent « mais oui, mais moi, je n'ai absolument pas envie que quelqu'un occupe mon spectre, même s'il n'y a personne. » D'accord ? Donc, au début, c'était un problème. Donc, voilà. Donc, il faut que... Donc, du coup, on a parlé d'une notion de système primaire et système secondaire. Donc, il y a un système primaire qui a une priorité très importante, c'est-à-dire s'il veut émettre, il a le droit tout de suite, et un système secondaire qui ne peut transmettre que quand le primaire ne transmet pas. Ou si jamais le primaire transmet, il faut qu'il libère tout de suite le spectre. Ou, ça c'était des technologies sur lesquelles on a travaillé un petit peu au début, communiquer en parallèle, mais vérifier en permanence que la qualité de service du primaire n'est pas affectée. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Donc voilà, bon, d'après le Mitola, ce cycle un peu intelligent est le suivant. Donc nous avons l'environnement radio. La radio observe, la radio, c'est-à-dire la couche physique, Mach, etc. Enfin, oui, un peu phi, Mach. Donc elle observe, cette radio observe un petit peu... observe l'environnement et essaye de s'adapter. Donc observe d'abord, d'accord, oriente les décisions, donc il y a des priorités, donc elle établit des priorités selon il y a des primaires, il n'y a pas de primaires, etc. Et décide, est-ce que je transmets ou je transmets, prend une décision et la réalise. Mais en même temps, ça c'est la boucle extérieure, et à l'intérieur, il y a de l'apprentissage, il y a du learning. Donc on essaie de construire une sorte d'image de l'environnement, et on essaie d'avoir une connaissance sur notre environnement qu'on va utiliser par la suite. On va anticiper. Voilà. Donc ce learning va nous permettre d'anticiper pour prendre des décisions. D'accord ? Savoir que, par exemple, il y a beaucoup d'interférences, donc je ne vais pas émettre, par exemple. Pendant une certaine période, je peux observer les statistiques et voir que donc, le canal, il est très bien, donc là, je peux émettre. Bon, il y a un apprentissage de l'environnement. C'est quasiment des réseaux de neurones, ça vous rappelle des choses, monsieur Mkala. Donc, voilà, il faut un réseau de neurones, en gros, pour faire de l'apprentissage. C'est une machine parallèle qui est là en train de voir ce qui se passe, et donc, ça enregistre tout ça, et donc c'est le modèle based reasoning. Donc là, il y a un modèle comme une image de l'environnement dans lequel on se trouve,
trouve, et ce modèle va anticiper pour acter comme ce qui va faire de la prédiction par rapport à ce qui va arriver dans cet environnement. Voilà, donc ça c'est le cycle qui a été proposé donc, dans les papiers, les travaux de Mitola. Donc voilà, il y a de l'estimation de l'interférence, qu'il faut faire de la détection des spectrum holes. Ça, c'est au début. On va voir qu'on a été au-delà de la détection des trous, de l'estimation du canal, les algorithmes d'allocation de puissance, parce que si on décide de communiquer, comme j'ai dit tout à l'heure, en parallèle avec le primaire, il faut ne pas interférer avec le primaire. Donc, on va voir qu'il y a des stratégies qui ont été proposées. Donc, je vais aller un peu vite, mais si vous trouvez que c'est vite, vous m'arrêtez, d'accord ? Donc, des spectrum holes. Donc, les spectrum holes, c'est des trous dans le spectre. Ils peuvent être... Bon, il y a plusieurs trous. Il n'y a pas que il y a des trous dans le temps. Hein, on peut voir dans l'activité dans le temps. Et donc là, on sait par exemple que des communications qui ne sont pas asynchrones, il y a des espaces, des intervalles dans le temps où il n'y a pas de transmission. D'accord ? Donc là, on peut profiter parce que s'il n'y a pas de transmission dans le temps, le spectre, il est libre. D'accord ? Donc ça, c'est une dimension. La dimension spatiale, il n'y a pas beaucoup de monde qui a travaillé dessus. Bon, je vais montrer des travaux d'un doctorant à Luc Dener qui a exploité d'une façon intelligente ces trous dans l'espace. Hein, soit ils existent, soit il les a créés. On va voir comment. Bon, vous devinez, c'est avec du beamforming, bien sûr, d'accord ? Donc voilà, on peut créer des trous dans le spectre de telle sorte, si j'estime le canal du primaire, je sais qu'il est dans une certaine direction, moi je vais communiquer dans une autre direction. Donc on communique en parallèle, mais je n'affecte pas le primaire. Il y a des trous dans le spectre fréquentiel. Ça, c'est la figure qui a sauté malheureusement. Donc, quand on voit l'activité spectrale dans le domaine fréquentiel, c'est pas toutes les fréquences qui sont utilisées. Vous prenez de l'OFDM, par exemple. Déjà OFDM et OFDMA, les deux. Hein. Si on prend que de l'OFDM, il y a certaines porteuses qu'on va mettre nulles de temps en temps. Dans l'OFDMA, pareil, parce qu'on va allouer certaines porteuses à un utilisateur et d'autres à d'autres utilisateurs. Donc, il y a des trous qui apparaissent et disparaissent en permanence. C'est des micro-trous. Hein. Mais si on prend par exemple le GSM, les canaux se libèrent aussi en permanence. Ils sont occupés, ils se libèrent. Donc il y a toujours des trous, on dit trous, donc des trous dans le domaine de spectre qui sont... Donc il faut les traquer, il faut les suivre. Ça, c'est une approche, c'est tout le sensing est basé sur... et là pour détecter justement ces trous. Justement, je parlais alors comment on fait les deux grands axes de la radio cognitive, elle se base sur deux approches, le sensing et l'interference management. Alors c'est quoi le sensing ? On parle de sensing, donc il faut écouter la radio, enfin écouter le canal pour essayer de détecter s'il y a quelqu'un qui est en train d'émettre, d'accord ? Donc ça c'est le sensing. Ça peut être fait avec plusieurs techniques, donc les techniques qui étaient utilisées jusqu'à ce qu'on arrive avec une autre approche, c'était, d'abord c'est un détecteur d'énergie, hein, c'est le plus simple. Ça peut être quand on connaît le canal, on peut faire un matched filter detection, mais sinon c'est un détecteur d'énergie. On va juste faire la somme, si Y de T c'est le signal qui arrive, on va faire la somme de Y transposé conjugué, et donc nous avons l'énergie, et par rapport à un seuil, on va décider s'il y a quelqu'un ou pas. Quel est le problème avec cette technique ? C'est le niveau du bruit. C'est parce que le bruit, on ne le connaît pas. Donc, on peut prendre un seuil qui est supposé être le seuil du bruit, parce qu'on détecte tout ce qui est au-dessus du seuil de bruit, mais il se peut que le seuil du bruit peut changer, bien évidemment. D'accord ? Il change, ça dépend de l'environnement. Est-ce qu'il y a par exemple, tout ce qui est, donc par exemple, l'environnement industriel, ça augmente le niveau du bruit, ou bien même l'interférence entre les utilisateurs, ça aussi, ça augmente le niveau du bruit. Là, on suppose que... il y a plusieurs raisons qui font l'estimation du bruit elle-même peut être imprécise. D'accord ? Donc, ce niveau-là n'est pas déterminé avec précision. Il y a beaucoup de travaux qui ont essayé d'améliorer ça. Ceci dit, c'est le détecteur le plus simple. C'est le détecteur le plus simple. La cyclostationnarité, au début, c'était vraiment l'axe qui était le plus intéressant, parce que pour la cyclostationnarité a donné... alors, c'est quoi la cyclostationnarité ?
J'en parlerai, je pense que j'ai un slide là-dessus, mais rapidement, les signaux qu'on transmet, ce sont des signaux avec un rythme. Hein, c'est des signaux, c'est des symboles qui sont transmis avec un certain rythme. Donc ces signaux-là, quand on regarde leurs caractéristiques statistiques, on trouve que leur moment d'ordre 2 est stationnaire. D'accord ? Donc on les appelle cyclostationnaires. D'accord ? Donc quand on essaie de traduire ça un petit peu au niveau de la fonction d'autocorrélation, il a un certain pattern, d'accord, enfin, c'est-à-dire une allure, elle va se retrouver avec l'allure de l'énergie va se retrouver sur certaines fréquences qui sont les fréquences cycliques. Donc, si on connaît la fréquence de transmission des bits, c'est-à-dire la durée symbole, on peut déduire la fréquence cyclique. Et donc, on vient détecter à ces fréquences cycliques s'il y a de l'énergie. S'il y a de l'énergie, sachez que pour le bruit blanc, on ne va pas trouver d'énergie pour le moment d'ordre 2. Donc c'est pour ça qu'on dit, si c'est un signal modulé, quel qu'il soit, il va avoir de l'énergie sur ces fréquences cycliques, alors que le bruit ne l'a pas. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de détecter ce pattern cyclostationnaire que le bruit n'a pas. D'accord ? Donc parce que le bruit, c'est un Dirac, on le sait, il n'y a pas de répétition. L'autocorrélation, c'est un Dirac, donc la fonction d'autocorrélation... cyclic autocorrelation function, elle a pas ces étapes ou ces là qui reviennent. Donc ça c'est l'idée rapide un petit peu de la cyclostationnarité. Donc on va venir détecter ce pattern. Bon, il faut connaître la durée symbole parce que ça peut changer, parce que la transmission, les débits changent, etc. Donc, il faut quand même avoir une information a priori sur le primaire, parce que si on n'a pas cette information, si on est en train de chercher donc si on n'a pas cette information, on risque de ne pas détecter le pattern cyclostationnaire. Mais ceci dit, c'est un détecteur très robuste par rapport au détecteur d'énergie. Donc ça, c'est le premier axe, c'est tout ce qui est sensing. Après, il y a le deuxième. Une fois qu'on a fait du sensing, on a détecté s'il y a un utilisateur ou pas. S'il n'y a pas de primaire, on va transmettre, d'accord ? Donc on va transmettre. Donc déjà, tous ces utilisateurs du secondaire vont transmettre sur la même fréquence. Donc déjà, il y a de l'interférence entre eux. Ça, c'est une chose. Ensuite, si on n'a pas utilisé le sensing, c'est-à-dire on a décidé quand même ou même on a fait du sensing et on a trouvé qu'il y a quelqu'un, mais on veut quand même transmettre, d'accord ? Donc c'est de la technique de transmission simultanée. On peut transmettre, mais ce primaire, le spectre lui appartient, donc il ne faut pas interférer avec lui. Donc il y a de la gestion d'interférence vis-à-vis du primaire. Donc là, il y a beaucoup de stratégies de interference management qui sont déployées pour ne pas interférer avec le signal primaire. Alors les scénarios un peu les plus utilisés, donc nous avons un réseau primaire qui, lui, est propriétaire du spectre, il transmet dans une certaine zone, et on vient vers les scénarios sur lesquels on a travaillé, il y a d'autres qui travaillent sur, même quand ça rentre ici, mais c'est très difficile. Donc normalement, on va vers la bordure de la cellule, un peu vers la limite, on va autoriser à ce qu'il y ait un autre réseau qui peut être déployé. Donc on suppose qu'il y a des utilisateurs secondaires qui vont être autorisés de communiquer uniquement dans cette zone. Bon, pourquoi ils vont communiquer dans cette zone? C'est pour limiter l'interférence vis-à-vis, de facto, on va éliminer tous ceux qui vont avoir une interférence importante sur le primaire, d'accord? Donc seulement ceux qui génèrent le moins d'interférences vers le primaire qui vont être autorisés à transmettre. Donc là, on a un réseau primaire qui est propriétaire du spectre et on a un réseau secondaire qui va essayer d'accéder d'une façon opportuniste. D'accord? Donc, il faut qu'il fasse du sensing, mais il faut que ce sensing soit très, très réactif. Donc, il y a aussi, pour les gens qui cherchaient un petit peu des axes, il y a aussi la recherche sur le temps optimal du sensing. Ça, c'est très important. Hein, ça, c'est des choses, il y a des choses à faire parce que il faut trouver, parce que le temps du sensing, plus c'est lent, plus on va avoir une précision, mais plus c'est lent, plus le secondaire ne peut pas transmettre. Donc on fait chuter l'efficacité spectrale. Et bien sûr, flexible resource allocation, ça c'est un autre... c'est-à-dire, il faut que l'utilisateur, par exemple, si on est en OFDM, au multiband, si on est en multiband, on transmet sur une bande, il y a un utilisateur primaire qui commence à émettre, il faut que je quitte rapidement cette bande et je me mets sur une autre bande. D'accord? Donc il faut faire du flexible resource allocation. Donc voilà, ça ce sont des
des contraintes liées à la radio cognitive ou à l'implémentation de la radio cognitive. Il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario où on a primaire, secondaire, et on a le scénario Open Opportunistic Access. Ça, c'est par exemple le cas où on a des... c'est-à-dire il n'y a pas de... Le spectre est libre. Hein, par exemple, vous savez que le spectre de la télé a été libéré. Hein, c'est le TV White Space. Donc là, il y a plusieurs réseaux opportunistes qui vont rentrer pour opérer dans cette bande. Et donc, ils vont rentrer en interférence. D'accord ? Donc, il faut... Mais là, il n'y a plus de primaire. Hein, au moins, il n'y a plus la priorité. Il n'y a plus tout le monde est sur le même pied d'égalité, d'accord ? Donc là, il faut, mais même si c'est-à-dire, on va peut-être s'autoriser à avoir un peu moins de limites d'interférence, mais il faut savoir que, de toute façon, si tout le monde commence à interférer, le niveau d'interférence monte, et donc le SNR de tout le monde chute, et personne n'est gagnant. Donc là, les approches théorie de jeu deviennent intéressantes, parce qu'on en parlait l'autre jour, je ne sais plus avec qui, c'est-à-dire, il faut être égoïste, mais pas trop, parce qu'il faut laisser une petite marge pour que le système tourne. Donc c'est le Nash Equilibrium, et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette, bien sûr, à trouver la technique d'allocation de puissance et des ressources qui permet d'atteindre cet équilibre. Donc dans ce scénario, personne n'est propriétaire du spectre, pas de notion de secondaire, les femtocèles. Donc ça, c'est aussi un scénario, parce qu'il n'y a pas de priorité. Donc il y a le spectre, il est partagé parmi tout le monde. Donc soit on fait du sensing plus de l'allocation de ressources, soit on ne fait pas de sensing, mais il faut gérer l'interférence, faire de l'interference management plus l'allocation de ressources, d'accord ? Donc on fait du sensing pour trouver un trou, l'interférence management, on va faire du sensing aussi pour mesurer en tout cas le niveau d'interférence, mais on transmet en permanence. Donc on fait de la gestion d'interférence pour éviter, comme je viens de le dire, de casser un peu le système et essayer de permettre à tout le monde de communiquer. Voilà, donc ce sont deux grands scénarios. Actuellement, les deux en fait sont un petit peu adoptés, parce que autant j'ai dit au départ que les opérateurs ils ont refusé à ce que les réseaux opportunistes opèrent sur leur bande, autant pas récemment, il y a quand même au moins 6 ans, il y a les réseaux eux-mêmes, dans LTE justement, les réseaux eux-mêmes adoptent la radio cognitive. C'est la notion de macrocellules et femto ou picocellules, d'accord ? Donc il y a deux cellules qui appartiennent au même opérateur, qui communiquent sur la même fréquence, donc il y a de la gestion d'interférence, d'accord ? Donc là, c'est une approche... En France, il y a eu, je ne sais même pas si au Maroc c'est le cas, mais en tout cas en France, il y a la bande 800 mégas qui a été libérée, c'est la bande qui était occupée par les militaires, et donc c'est une bande où maintenant le LTE est autorisé à sauter. C'est-à-dire quand j'ai la capacité du LTE qui est saturée, il peut sauter vers la bande 800 mégas. Donc si un utilisateur LTE opère dans la bande 800 mégas, d'autres aussi opèrent, mais c'est un accès ouvert à tout le monde. Donc il faut gérer les interférences, d'accord ? Donc voilà, maintenant que c'est ce que je disais hier, je ne pense pas que c'est terminé, parce que les opérateurs eux-mêmes, ils ont trouvé que c'est une technique intéressante pour améliorer justement le niveau d'interférence, parce que ça permet un reuse one, c'est-à-dire travailler sur la même fréquence. D'accord ? C'est ça l'intérêt aussi. Un opérateur, donc, il peut ouvrir toute la bande à tous les utilisateurs, mais après, il faut gérer les interférences. D'accord ? Donc, il y a des algorithmes de gestion d'interférences. Pour ne pas me répéter, je vais avancer. Voilà, donc les techniques d'accès dans la radio cognitive sont classées en 3 pour le moment. Donc il y a ce qu'on appelle le interwave, le underlay et le overlay. Donc dans le interwave, ce qu'on appelle le cognitive system, donc il ne transmet pas tout le temps. Il faut qu'il fasse du sensing, et quand il trouve des trous, il émet. D'accord ? Donc on émet quand on trouve des trous, donc c'est interwave. Ces trous, pour le moment, c'est des trous dans le domaine fréquentiel, mais les travaux, comme j'ai dit, de Boris
le thésard de Luc, il a fait du spatial interwave. Mais pour le moment, c'est on sense le spectrum, le spectre. Si on trouve qu'il n'y a personne qui transmet, on va occuper. D'accord. Le underlay, c'est vraiment passer en dessous du niveau du bruit. D'accord. Donc on a le système primaire et secondaire, donc qui peuvent communiquer simultanément, mais la condition c'est que le primaire, le secondaire, il ne faut pas qu'il soit visible par le primaire. Le primaire ne le voit pas du tout. D'accord. Typiquement, on peut utiliser de l'ultra large bande. Ça c'est une solution. D'ailleurs, c'était un des arguments. Parce que l'ultra large bande, je ne sais pas, moi je trouve que c'est une excellente technologie, mais elle n'a pas marché, je ne sais pas. Voilà, bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, l'ultra large bande, surtout Impulse Radio, parce qu'OFDM, c'est pas bon. Enfin, pour moi, multiband d'OFDM, c'est pas de l'ultra large bande. Donc Impulse Radio, ça vous fait vraiment un spectre qui peut être en dessous du niveau du bruit, et donc là, on va pas du tout interférer avec le primaire. Alors overlay, c'est une technique un petit peu particulière, ça veut dire, ça suppose qu'il y a une coopération entre le primaire et le secondaire. Dans les cas que j'ai cités là au-dessus, les deux, il n'y a pas de coopération, d'accord. Dans le overlay, il y a de la coopération. Ça veut dire l'utilisateur secondaire, il connaît il peut démoduler carrément le primaire, d'accord. Donc s'il trouve le primaire, il émet pas, ou bien il va faire une gestion d'interférence pour ne pas, par exemple, il estime l'angle d'arrivée et il va communiquer dans une autre direction, d'accord. Donc ça c'est une partie pour l'utilisation du spectre. L'autre partie, il fait du relayage, il peut relayer le primaire pour essayer donc il rend service. Il y a un agreement, il y a une coopération entre le primaire et le secondaire. Donc j'ai récupéré justement de la thèse de Boris. J'ai trouvé on trouve ça partout, mais je veux dire là, j'ai trouvé ça très joli, très bien illustré. Donc là, on a le interwave, voilà, c'est-à-dire on va détecter transmission secondaire. Ça, c'est le primaire. Le secondaire va détecter spectral holes, donc il y a du sensing. Quand il trouve un trou, il va communiquer. D'accord. Overlay, voilà. On détecte s'il y a des trous, on va les occuper, mais même quand il y a le primaire, on va transmettre, d'accord. Mais bien évidemment, on va essayer de ne pas interférer avec le primaire. Et le underlay, qui est la technique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on met par exemple, on peut mettre ça de l'ultra large bande, du CDMA, c'est de l'étalement de spectre, donc pareil. Donc ça peut être aussi une façon de ne pas d'être en dessous, en tout cas de ne pas être visible par le primaire. Voilà, donc ça c'est pour le moment les techniques, quand vous allez rentrer dans la radio cognitive un petit peu, c'est les 3 techniques qui sont un petit peu connues dans la littérature. Il y a différentes approches. Alors voilà, c'est-à-dire je détecte qu'il y a le primaire. Voilà, donc je détecte... Donc on détecte qu'il y a le primaire, donc après on veut communiquer quand même, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose dans certaines approches que les secondaires, ils ont une sorte de génie qui connaît tous les gains et qui va optimiser l'allocation de puissance, de telle sorte à ce que ces utilisateurs n'affectent pas le primaire. Mais ça suppose qu'il y a beaucoup de overhead, parce qu'il faut connaître les gains à tous les niveaux. Mais bon, c'est une stratégie qu'on suppose qu'il y a une entité centrale, donc ce qu'on appelle les approches centralisées. Les approches distribuées, ce sont des approches qui, c'est-à-dire on sait, par exemple, quel est le niveau d'interférence qu'il ne faut pas, au-dessus duquel on ne peut pas émettre, d'accord. Et donc, on essaie chaque utilisateur détermine lui-même par rapport au niveau d'interférence qu'il y a, est-ce qu'il peut émettre ou pas, d'accord. Donc ça, c'est la stratégie distribuée, d'accord. Donc il y a 2 stratégies. Donc voilà, en général, la radio cognitive, il faut faire du sensing, détecter, et quand le primaire, donc on va transmettre, quand le primaire revient à sa bande, il faut s'adapter, il faut libérer la bande. Voilà, donc
Je vais passer ça, je vais passer ça. Voilà. Je vais donner juste quelques... J'ai parlé un peu rapidement du détecteur d'énergie. J'ai présenté rapidement le cycle stationnaire. Je voulais vous présenter juste une nouvelle façon. Enfin, une nouvelle. Maintenant, elle est plus nouvelle, puisque ça fait maintenant quand même... On a publié ces idées en 2006-2007. Et donc, depuis... Donc, on peut faire du blind sensing, carrément. Donc, je n'ai aucune information sur le primaire. Bon, c'était un peu... Je me suis dit au départ, mais normalement... On ne communique pas avec le primaire. Donc, je n'ai aucune information du primaire. Comment on fait ? Parce que je n'ai rien, je n'ai pas d'information. Alors, je me suis dit, j'avais proposé aux étudiants, dont leur majorité c'était des Tunisiens, c'est des Tunisiens, donc très bon d'ailleurs. Donc, je leur avais dit, mais essayons de voir qu'est-ce qui diffère lorsqu'on a un utilisateur et lorsqu'on n'a pas d'utilisateur. D'accord ? Donc, bon, j'avais une idée comme ça farfelue dans ma tête. J'ai fait une approximation qui n'était que dans ma tête. Bon, après, c'est avéré par chance qu'elle est validée dans la pratique. C'est que j'ai dit, écoutez, s'il n'y a que du bruit, donc on sait que c'est un canal de... C'est un canal de Rayleigh, d'accord ? C'est un canal gaussien, tout simplement. En complexe, il est Rayleigh, d'accord ? S'il y a... C'est là où j'ai fait une hypothèse un peu farfelue, c'est que j'ai dit, bon, s'il y a quelqu'un, je prends un Rice. Voilà, je prends une hypothèse de Rice. Mais vous allez tout le monde tirer dessus au début. Mais non, vous prenez l'OFDM, c'est du gaussien, c'est pas du tout du... Vous prenez... Donc, bon, j'ai dit, ok, bon, je vais commencer comme ça. C'est-à-dire du Rice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai un trajet dominant et j'ai du Rayleigh autour, d'accord ? Donc, j'ai un trajet dominant et des multitrajets... Mais moi, j'avais pas fait la raison... J'aime beaucoup l'approche physique. Pour moi... Tant qu'il y a un primaire, même s'il est atténué par le canal, ça reste quand même une distribution différente de celle du bruit. Donc, je me suis dit, ok, on va se rapprocher du gaussien, mais on n'est pas du gaussien à 100%, d'accord ? Donc, c'est là où j'ai creusé, j'ai cherché un peu dans la littérature et j'ai trouvé qu'il y a des outils mathématiques comme la Kullback-Leibler distance qui mesurent la distance entre les distributions. Donc, je me suis dit, j'ai dit aux étudiants qui, bon, ils ont très bien continué là-dessus. Donc, on a dit donc, ok, j'ai une distribution Rayleigh, ça je le sais lorsqu'il y a du bruit. J'ai une distribution qui est scalée. Je regarde la distance avec le Rayleigh et la distance avec l'autre. Et si je suis le plus proche du Rayleigh, c'est bon, j'ai du bruit, d'accord ? Donc c'était ça l'idée de départ. Voilà, peu importe, j'aurais pu prendre une autre distribution finalement. L'essentiel, c'est que c'est pas du 100%, voilà, Rayleigh, voilà. Et ça s'est avéré que c'est intéressant. Donc voilà, c'est l'idée rapide. Donc j'ai mis dans les transparents tous les détails. Donc vous avez les références au papier. Donc voilà, j'ai dans le sensing, j'ai un signal. Donc c'est le canal, le signal transmis plus le bruit. Je vais juste... voilà, donc là, on a utilisé la distance... Bon, Kullback-Leibler, voilà, ça c'est le point de départ. Après, en creusant dans la littérature, je suis tombée par hasard sur un papier de Hakayek. Donc c'est Hakayek Information, c'était un coup de chance. Je suis tombée dessus. Donc j'ai dit, ça c'est parfait. Parce que j'ai vu, je ne savais pas comment implémenter la KL, etc. C'est compliqué. Et là, Hakayek, il est parti de Kullback-Leibler, en fait, et il a transformé ça en un critère où c'est une somme, en fait. C'est tout simplement, d'accord ? Donc c'est un maximum likelihood, mais quand on l'implémente, c'est juste une somme. Donc voilà, on part de... Donc la Kullback-Leibler distance, c'est une distance, c'est une mesure qui mesure la distance entre les distributions ou entre les modèles. Hein. Ça peut être les distributions, ça c'était le... Parce qu'on a proposé au début deux solutions sur la base de cette approche. Il y a d'abord la distance entre est-ce que je suis proche du Rayleigh ou je suis proche du Rice. Ça c'était une chose. D'accord ? Et après, donc là, on a à partir enfin, je vais montrer les résultats. Donc, on dérive le AIC lorsqu'on a du Rayleigh et lorsqu'on a du Rice, et on mesure la distance. Et dans la foulée de ce raisonnement, on s'était dit, parce que bon, j'avais les doctorants, on avait heureusement la plateforme Recom, donc on pouvait faire de vraies mesures. Donc on a fait de vraies mesures sur tout ce qui passait par la bande, c'est une plateforme qui fait de à peu près 1 giga jusqu'à 7 gigas. Elle fait même beaucoup plus bas, d'une centaine de mégahertz jusqu'à 7 gigas. Donc on a mesuré du Wi-Fi, on a mesuré tout ce qui passe, d'accord ? Et on a regardé qu'est-ce qui est... on a regardé les statistiques des signaux. Hein ?
On était sur les statistiques distribution, mais je leur avais demandé aussi de regarder un peu l'espace propre. Qu'est-ce qu'il y a comment se comportent les valeurs propres lorsqu'on a un signal. Bon, lorsqu'on a un bruit, on sait comment. Donc, lorsqu'on a exploité un petit peu les résultats, on a trouvé que lorsqu'il y a des signaux, quasiment tout le temps, l'espace il est réduit. C'est-à-dire, on a une observation sur, par exemple, K, quand vous faites la décomposition en valeurs propres, vous trouvez peu de valeurs, où l'énergie elle est concentrée. D'accord, donc, ça vient des trajets, ça c'est les multitrajets un petit peu, en gros. C'est parce que lorsque vous avez des communications, vous avez un certain nombre de trajets, mais c'est une explication. Il y a aussi l'autre explication, c'est que lorsque vous avez un pur bruit, tous les échantillons sont complètement indépendants. D'accord ? Alors que lorsque vous avez un signal informatif qui contient une information, ils sont corrélés quand même si on est en train de parler, je veux dire c'est décorrélé, mais ils passent par la même modulation, ils passent par le même codage, ils passent par le même shaping filter. Donc il y a quand même, on introduit une sorte de corrélation entre les différents symboles. Et donc forcément, vous savez en théorie d'information, quand vous introduisez les corrélations, vous avez le nombre de degrés de liberté qui chute. D'accord ? Parce que vous avez moins la dimension du signal se trouve réduite. D'accord ? Donc ça, c'était une autre bonne surprise que nous avons trouvée. Et donc, on a dérivé deux détecteurs blind. Donc, le premier, on part de la Kullback Leibler, et ça, c'est Akaye qui a fait ça. Donc, l'AIC, nous, on a utilisé le AIC pour... Je vais vous montrer quelque chose. Oui, donc voilà, donc là pour revenir sur l'idée de la dimension, donc pour savoir quelle est la dimension du signal reçu, on est en blind là, on reçoit un signal, on calcule sa simple covariance matrix, tout simplement, par empirique, donc on calcule la covariance, la matrice de covariance, et on extrait le nombre de degrés dominants. Alors tout le monde disait c'est quoi le nombre de degrés de liberté en fait, on a pris un critère, au début c'était les degrés de liberté, ou en tout cas les valeurs propres qui collectent 98% de l'énergie, par exemple. D'accord ? Donc je m'arrête dès que j'ai des valeurs propres qui dépassent 98%. Donc je décompose, j'ai la matrice, je fais la simple covariance matrix et je fais la eigendecomposition. Donc je vais avoir les valeurs propres. D'accord ? Je somme la première, la deuxième, la troisième, enfin, je m'arrête lorsque je collecte 98% de l'énergie. Et ça me donne la dimension, on avait appelé ça la dimension de l'espace propre du signal. Avec le AIC donne la même chose. Le AIC, il y avait des travaux qui étaient faits par Kailat aussi pour détecter la dimension de source observée dans un environnement donné. Donc l'idée c'était, j'ai plusieurs réalisations de mon signal. Je peux faire de plusieurs capteurs d'ailleurs. Ça c'est excellent. Plusieurs capteurs, chacun me donne une version du signal reçu. Donc j'ai plusieurs réalisations. J'avais fait aussi une hypothèse qui était pas mal, c'est que j'ai pris plusieurs réalisations dans le temps, mais suffisamment éloignées pour un petit peu avoir des choses qui ne sont pas très très corrélées. Donc là, on calcule la dimension et donc qu'est-ce qu'on regarde ? On suppose, c'est là où le modèle selection rentre en jeu, c'est-à-dire le modèle selection, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous avez le AIC, je reviens quand même sur le AIC, voilà, le AIC. Vous avez plusieurs modèles candidats, des distributions candidates ou des modèles candidats. Et vous calculez le AIC. Vous dites c'est le premier modèle, vous calculez le AIC. Vous prenez par exemple, dans le cas de la simple covariance matrix, on suppose que la matrice est de rang 1. D'accord ? Et donc là, on dérive le AIC en fonction des valeurs propres. On prend la eigendecomposition, on injecte la première valeur propre. On calcule le AIC. Donc on va tracer le AIC tout simplement et on va voir, ce qu'on trouve, c'est que le AIC, il passe par un minimum et remonte lorsque la dimension est limitée. Et lorsqu'il n'y a que du bruit, eh bien il est minimum à 0. Ce qui est normal parce que plus je considère le modèle, c'est-à-dire quand j'ai du bruit, je considère par exemple le premier échantillon. Je dis que la dimension elle est de 1. Je rajoute le deuxième échantillon. La dimension elle est de 2 parce qu'ils sont indépendants. Je rajoute la troisième dimension. La dimension elle est de 3. Plus je rajoute d'échantillons, ils sont complètement indépendants, la dimension augmente. Alors que si je prends un signal où il y a de l'information, je prends le premier échantillon, je prends le deuxième, ça m'apporte de l'information.
Donc l'incertitude baisse. D'accord? Donc plus j'ai des échantillons, plus j'apprends sur le signal. Le AIC, il chute. Quand j'augmente au-delà, c'est-à-dire parce que... Est-ce que j'ai... Non, je ne l'ai pas ici. C'est-à-dire quand je fais la simple covariance matrix, si je fais la eigen decomposition, la première partie, c'est les valeurs propres et le reste, c'est les variances du bruit. C'est la variance du bruit. Donc si vous voulez, quand le AIC arrive à la dimension, c'est-à-dire le rang de cette matrice, tout ce qui reste, c'est du bruit. Quand je rajoute, il augmente parce que ça rajoute de l'incertitude. Hein, puisque le reste, c'est que des échantillons qui sont relatifs au bruit. Donc voilà, le comportement, c'est lorsqu'on trouve qu'il y a... Ça, c'était la première au début. Donc, il fallait qu'on calcule la totalité du AIC sur la totalité des échantillons. Et lorsqu'il passe par un minimum, on dit qu'il y a un signal. Mais après, on s'était dit, mais bon, pourquoi on va calculer quelques échantillons. Si la pente est décroissante, c'est qu'il y a un signal. Si la pente est croissante, c'est qu'il n'y a pas de signal, tout simplement. Parce que le comportement... Donc, voilà, juste pour vous dire, parce que ça, c'est une approche, enfin, c'est un nouveau détecteur. On est parti, du coup, sur 2. Donc, vous avez tous les détails dans la thèse des doctorants, vous allez, enfin, je veux dire, avec une recherche, j'ai mis aussi les informations sur les slides, donc on a dérivé les seuils, bien sûr, de détection, etc. Voilà. Et ça, c'est pour l'autre, lorsque je calcule la distance par rapport à un Rayleigh ou par rapport à un Rice. D'accord? Et pareil, on a dérivé le AIC pour une hypothèse Rayleigh, une hypothèse Rice, et on regarde tout simplement la distance la plus proche. Et en fait, dans ce cas-là, on se retrouve en fait avec le Rayleigh et le Rice, c'est juste une somme. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que je vais avoir du mal à boucler. Donc voilà, lorsque le AIC du Rice est supérieur au AIC du Rayleigh, c'est que je suis plus proche du Rice, que je suis plus proche que du Rayleigh, etc. Donc voilà, donc là donc on a appelé un la Dimension Estimation Detector et l'autre c'est Distribution Analyze Detector. Mais l'idée c'est la même, hein, c'est Model Selection. Soit le modèle c'est des distributions, je vois si je suis proche du Rayleigh ou du Rice, soit le modèle ce sont des matrices et je regarde quel est le rang duquel je suis. La matrice dans le rang et correspond le plus à l'espace de mon signal. Pareil, on a dérivé les seuils, etc. Donc on a fait un autre détecteur blind, c'était sur les ruptures, hein, la détection de rupture. Parce que lorsque j'ai un spectre, j'ai une partie occupée et une partie qui n'est pas occupée. Moi, je veux détecter la partie qui n'est pas occupée. D'accord? Donc, l'idée, c'était, peu importe si... je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans cette bande. Je veux juste savoir s'il y a une rupture, un changement. D'accord? Parce que lorsque la bande est occupée, j'ai une énergie. Lorsque la bande n'est pas occupée, j'ai rien. Donc, on a développé un détecteur qui regarde les changements, les ruptures. D'accord? Donc, bon, avec une approche algébrique, vous avez aussi les... voilà. Donc là, par exemple, on arrive à détecter le changement et donc après on peut décider s'il y a, avec un détecteur d'énergie derrière, on peut décider s'il y a un signal ou pas. Alors les performances, c'était, je vais peut-être vous montrer voilà, ça c'est des performances sur un environnement d'un projet européen qui était le projet SACRA, ce qui nous ont dit non, il faut confronter vos résultats au cyclostationnaire et donc voilà, on trouve que le cyclostationnaire il est très bon, non, c'est le meilleur, hein, parce que mais bon le cyclostationnaire il faut qu'ils connaissent cette fréquence cyclique et aussi la complexité. Le cyclostationnaire, il a une complexité qui est supérieure à certains de nos détecteurs. Voilà, donc le cyclostationnaire est très bien. Dimension Estimation, il est très très bien, d'accord, parce qu'il n'est pas loin du cyclostationnaire et on a vu qu'on calcule quelques échantillons au début. Hein. On calcule que quelques échantillons pour savoir si la pente descend ou la pente monte. Donc la complexité, elle est très réduite aussi. Donc voilà, ça c'est les performances. Bon, l'energy detection, il est pas bon quand on connaît pas très bien le bruit. Voilà. Donc ça, c'était des simulations dans une plateforme de projet européen. Donc avec voilà, c'est-à-dire là, vous avez c'est un environnement OFDM avec une bande, c'est le canal télé, etc. Voilà. La complexité, on a analysé ça. Donc, l'energy detection, on somme sur donc un certain nombre d'échantillons, une complexité P, et c'est la taille CP. Le distribution analysis, il est de 2P. Le CD, le cyclostationnaire, et le DED, avant qu'on fasse cette histoire de réduction. Voilà, c'est-à-dire de s'intéresser uniquement à quelques échantillons. Oui.
Oui. Alors voilà, sachez, mademoiselle, que c'était à eux de comparer avec nous parce qu'ils ont publié après nous. On était les premiers à utiliser l'espace propre. Hein, donc il y a un brevet, on a même un brevet sur cette approche, donc on était les premiers à utiliser, à explorer l'espace propre. Après, il y a eu une panoplie de solutions. On regarde la différence entre le maximum et le minimum, on regarde la valeur propre dominante, on regarde la distribution des valeurs propres, c'est Marchenko-Pastour, enfin il y a des gens qui ont, c'est-à-dire on calcule les valeurs propres et on regarde leur distribution. Si ça s'approche d'une certaine distribution, c'est que voilà, il y a un signal. Mais bon, c'était après mon thésard avait terminé, j'avais pas un autre mais on était avant eux. On était vraiment les premiers. Les travaux étaient en 2006 et les premières publications sont arrivées en 2007. Et vous pouvez checker la littérature, il n'y a rien avant cette date. Ça, oui, Merwan, moi je travaillais sur cette idée et vous pouvez voir le premier papier qu'on a publié. Voilà, mais bon, j'avais proposé cette idée, il l'a trouvé génial. Et le problème, c'est que lui, il a continué après avec le lambda max, lambda min. Hein, il a fait ça. Mais c'était notre idée. Enfin, on était dans la même équipe, hein, Orecom. Et je veux dire, les travaux que j'avais proposés, voilà, c'était avec mon doctorant. Merwan commençait, il était dans mon bureau. Donc forcément, à chaque pause café, on discutait. Donc voilà. Et donc, il a continué sur cette idée. Il y a d'autres qui ont publié voilà, derrière, mais tous les travaux de Merwan, c'est après 2007, d'accord? Donc ça c'est les cyclostationnaires. Moi je voulais signaler deux détecteurs que je trouve un détecteur que je trouve très intéressant, c'est un étudiant de Palico qui a fait quelque chose que j'ai trouvé, parce que le cyclostationnaire, voilà, il faut des informations a priori. Lui, c'est récent, c'est Ziad Khalaf. Ce qu'il a fait, c'est un blind cyclostationnaire. Voilà. Blind cyclostationnaire, c'est que, quand je vous ai dit, il faut trouver ce pattern. Donc, il faut connaître cette fréquence alpha, etc. Lui, il a pensé d'une façon, enfin, c'est vrai que c'est trivial, mais il fallait y penser. C'est-à-dire, autour de l'axe central de la fonction cyclique d'autocorrélation, on a une symétrie. Donc lui, il a tout simplement développé un détecteur qui regarde s'il trouve une détection d'une énergie sur quelque chose. Hein, il regarde si, du côté symétrique, il y a quelque chose. Tout simplement. Donc voilà, c'est un effet miroir. Si il trouve quelque chose, peu importe. S'il y a une énergie parfaitement symétrique, il peut continuer sur un deuxième lag pour être sûr, pour affiner la détection. Mais du moment qu'il trouve des énergies symétriques des deux côtés, c'est qu'il y a quelqu'un. C'est un cyclostationnaire. Parce que si c'est du bruit, il ne va rien trouver. Ou même s'il trouve quelque chose, il ne va pas nécessairement la trouver à l'endroit symétrique. D'accord ? J'ai trouvé cette idée très... Voilà, c'est des idées simples, mais c'était très, très intéressante. Donc le papier, il est là, mais il a fait une thèse, toute une thèse sur ces aspects. Voilà, donc je vais passer nos algorithmes, je vais aller vers Voilà, ça c'est un truc à Merwan qui est très original. Je voulais proposer... Nous avons travaillé aussi sur l'allocation de ressources distribuées, centralisées. Je vous laisse dans le papier, vous allez... Mais là, je voulais présenter ça que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, l'équipe à Merwan, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Donc on a un canal, d'accord ? Et donc ça c'est le primaire qui communique avec le primaire, le secondaire qui communique avec le secondaire et l'interférence vers le primaire, d'accord ? Donc ce qu'ils se sont dit, c'est que moi j'aurais pensé, mais bon, ils ont exploité c'est-à-dire pendant le cyclic prefix, c'est une période qu'on n'utilise pas en coupe, hein, on le rajoute juste pour assurer l'aspect cyclo. Donc si vous voulez, lui il se dit de toute façon ce cyclic prefix il est coupé à la réception. Donc, même si j'interfère dessus, à la rigueur. D'accord ? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il détecte cette partie, il estime le canal, d'accord ? Et avec un précodine basé sur la matrice de Vandermonde, il crée un signal qui est orthogonal au primaire. D'accord ? Donc, il estime le canal sur le cyclic prefix, et après, quand il va transmettre, d'accord, sur le reste, il est orthogonal au canal. Donc là, en fait, il est parti un peu de ce qu'on disait hier, c'est que le canal, il est réciproque. D'accord ? Donc, c'est comme s'il crée un fade-in. Il crée un fade-in avec, c'est l'idée que j'ai trouvée intéressante. Il crée artificiellement un fade-in. D'accord ? Donc, il y a un signal qui va vers le primaire, et lui, il va le précoder de telle sorte à l'annuler.
d'accord, de telle sorte à ce que ce qu'il transmet soit orthogonal avec ce canal. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est le fait de créer ce fait. Vous avez tous les détails dans le papier. Bon, il a montré que, donc voilà, ça c'est le signal reçu avec les canaux, les différents canaux vers le primaire et vers le secondaire. Et voilà ce qu'il fait. Donc voilà, il fait un précodage de telle sorte, c'est V c'est la matrice de Van der Monde, donc un précodage de telle sorte à ce que le signal transmis soit un 0 vis-à-vis donc du lien de 1, le lien du secondaire vers le primaire. Donc il a montré que tant que le SNR est grand, vous voyez que ça c'est le rate du primaire, et ça c'est le target rate du primaire, et ça c'est le débit du primaire et du secondaire. Donc si on regarde le débit du primaire, lorsque le débit du primaire augmente, le rate, achieved rate, il augmente pareil linéairement. Donc c'est comme s'il ne voit pas le secondaire. Tant que le SNR est au-delà d'une certaine valeur. À 5 dB, là, ça commence à moins bien marcher. Au début, il suit le target rate, mais après, voilà, c'est-à-dire, mais après, c'est aussi la qualité de l'estimation du canal, etc. Parce que il faut qu'on soit vraiment orthogonal par rapport à. Le R2, il a quelque chose. Vous voyez que tant que le débit est faible et que même quand le SNR est faible, tant que le débit est faible, le primaire, voilà, c'est R2, soit avec une stratégie water-filling ou equal power, il gagne quand même, il peut transmettre. Donc on peut, par exemple, toutes les communications low data rate, etc., on parlait des smart meters, ils peuvent très bien être placés en parallèle avec des communications très haut débit, d'accord, par exemple. Donc là, un autre travail, toujours dans la création d'une sorte de fade-in vis-à-vis du primaire, un thésard, donc je citais depuis tout à l'heure, donc Boris, un thésard à Luc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il reçoit le signal primaire. Toujours le lien qui pose problème, c'est le lien c'est le lien fort entre la station de base secondaire et l'utilisateur primaire, d'accord ? Donc parce que la station de base émet en général avec une forte puissance. Donc là, il estime le canal, il trouve qu'il y a donc c'est-à-dire il regarde le positionnement des lobes vis-à-vis entre le primaire et le secondaire, et donc s'il trouve qu'il y a une énergie entre le primaire et le secondaire, il fait un précodage. Comme ce qu'il a fait Merwan un petit peu, mais là il ne crée pas parce que Merwan c'est plutôt dans le domaine fréquentiel qu'il va travailler, alors qu'ici on travaille dans le domaine spatial, c'est-à-dire on va détecter les beams entre le cognitif et le primaire. S'il y a un beam, on va faire un précodage de telle sorte à créer un trou spatial. C'est pour ça qu'il l'appelait spatial interwave. On a créé un trou, mais dans l'espace, pas dans le domaine fréquentiel. D'accord ? Je vous invite à regarder. C'est des travaux intéressants. Bien évidemment, il se base sur la réciprocité du canal. Ça c'est évident. Parce qu'on suppose que quand je reçois, j'émets sur la même fréquence. Alors, cross-layer design. Alors, de quoi il s'agit ? Bon, j'ai regardé un petit peu. Bon, nous, on l'a utilisé comme ça, mais je veux dire, pour bien présenter les choses d'une façon. Donc, c'est l'approche, c'est un peu. Voilà, c'est-à-dire, on a plusieurs couches. Donc, j'ai cité Goldschmidt parce qu'elle a des slides là-dessus. Donc, voilà, j'ai pris ces slides par un petit peu respect. Donc, mais c'est des trucs qu'on trouve partout. C'est plusieurs liens. On va le faire communiquer. D'accord ? On va les faire communiquer entre eux. Donc, là, on a les couches sont classées un petit peu par intérêt vis-à-vis des performances du système. Donc on a le hardware, on a le lien radio, on a l'accès, c'est-à-dire MAC, network, c'est le routage, et l'application. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est comment faire communiquer tous ces liens, toutes ces couches, de telle sorte à optimiser les performances en termes de délai, en termes de débit et en termes d'énergie. Voilà, ça c'est un peu l'approche. Donc, dans le hardware, donc on va essayer d'optimiser, par exemple, les types de processeurs, les types de batteries, etc. Dans le lien, on va utiliser des antennes, smart antennes, on va utiliser des antennes directives on vient de voir que le fait de faire du beamforming, ça permet de minimiser énormément l'interférence et donc
toutes ces informations, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du lien? C'est ça, c'est les modulations, le codage, l'information sur les bandes, etc. Donc cette information, on va essayer de l'exploiter entre les couches. Au niveau du MAC, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout les retransmissions, et on va avoir l'information sur les délais, parce que c'est MAC, on va le voir sur un slide, que c'est MAC qui gère les délais. C'est MAC, les paquets arrivent vers la couche MAC, il y a des priorités, et en fonction du délai, les paquets sont orientés vers le canal selon leurs priorités. Bon, bien sûr, au niveau de le network, on va trouver soit Dynamic Resource Allocation, Mobility Support, mais aussi le routage. Ça, c'est au niveau du... Voilà, on trouve aussi les informations sur le routage. L'application, elle va nous donner la qualité de service. Bon, j'ai pris ce slide pour vous dire on faisait plus ou moins du cross-layer design sans le savoir. Depuis, voilà. Bon, il y avait par exemple, ça c'est un slide de l'UMTS, FDD. Donc, on a l'information sur la qualité de service qui arrive, pour ceux qui connaissent un petit peu l'UMTS, sur Radio Resource Control. Donc c'est une entité, c'est elle qui lit la qualité de service. Il traduit la qualité de service. Donc la qualité de service, qu'est-ce qu'on trouve? L'information sur le délai, le bit error rate, d'accord? On trouve aussi les informations sur aidez-moi, le SNR, d'accord? Etc. Voilà. Donc ça, c'est les informations qu'on va trouver sur la qualité au niveau de la qualité de service. Radio Resource Management, qu'est-ce qu'il fait? Elle traduit ça. C'est-à-dire, le bit error rate, elle trouve le bit error rate, bon, elle va aller vers la couche physique et lui dit, voilà ce bit error rate. Comment elle va traduire la couche physique? C'est le codage. Le codage qui va être choisi. Si c'est un bit error rate de 10.3, c'est de la parole, on ne va pas coder. No coding. Si c'est du 10-7, on va faire des codes convolutionnels, ou même plus. D'accord? Donc la qualité de service qui vient, une information qui vient des couches hautes, elle est véhiculée vers la couche basse, pour qu'elle utilise les schémas appropriés. D'accord? Le débit aussi, il va choisir le type de modulation qui va permettre un petit peu d'optimiser le débit. Au niveau du délai, donc on a un délai d'1 seconde, c'est la parole. Eh bien, Mac sait que c'est inférieur à la seconde, la parole. Il sait que c'est un temps réel. Donc, lorsque ça arrive à Mac, il arrive avec la priorité la plus élevée. D'accord? Et ça vient de la qualité de service. Au niveau etc., des autres couches, l'allocation des ressources aussi, qui se fait au niveau de cette entité. Toute l'allocation des ressources, pareil. C'est-à-dire, si il y a des services qui ont des critères en termes de délai ou en termes de SNR, le SNR, ça veut dire qu'il faut respecter il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'interférences, par exemple. Donc ça, pareil, on va essayer d'utiliser l'information de la couche physique pour respecter cette qualité de service. Donc la notion de cross-layer, mais là c'est entre RRC et les autres couches. Dans le cas de l'approche cross-layer qu'on va trouver dans la 4G et au-delà, c'est même FI qui communique directement avec MAC, d'accord? Ou FI qui communique directement avec le réseau, avec le routage, etc. Donc ça, c'est vraiment aller au-delà. Donc voilà, cross-layer technique, c'est adaptive technique, c'est au niveau du lien. MAC, réseau et application, des ressources d'allocation et de management qui vont gérer la puissance de contrôle. Voilà, si on génère plus d'interférences, on va minimiser cette interférence. Ou si on veut optimiser l'énergie, on va voir comment on peut implémenter tout ça. Des synergies entre la diversité et l'ordonnancement. Bon, je vais aller peut-être vers voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on va aller vers des exemples. Voilà, donc ça c'est typiquement un exemple, je pense que j'ai mis la référence. Je ne l'ai pas mise, mais bon, je peux... si vous tapez les mots-clés, vous allez tomber sur la référence. Donc là, c'est un travail voilà, c'est juste pour illustrer. Hein, c'est le cross-layer design, comment on va bénéficier d'utiliser le cross-layer design. Donc là, pour essayer d'optimiser les choses. Donc là, ils ont utilisé un multi-hop Mac, d'accord? Donc il y a plusieurs nœuds, on peut faire du multi-hop. Et donc ici, dans ce cas-là, il y a l'utilisateur 1 qui veut communiquer avec l'utilisateur 6. Donc il envoie un request to send, d'accord? Il envoie cette information et donc au fur et à mesure donc, ça arrive au 6. Si le 6 détecte correctement le RTS, alors oui, il y a deux liens. Vous voyez il transmet au début d'une façon omnidirectionnelle. Donc il y a aussi donc on transmet d'une façon omnidirectionnelle. Le RTS, il est envoyé d'une façon omnidirectionnelle. Donc c'est un peu du flooding.
Et donc, lorsque il est détecté par le destinataire, vous savez qu'il y a un RTS, il y a un CTS qui revient, d'accord? Donc, lorsque le CTS revient d'abord, lorsque le RTS il est envoyé en omnidirectionnel, et lorsque le 6 répond au 1, avec le CTS, il répond en directive, d'accord? Parce qu'il a déjà des informations sur le 1, d'accord? Donc, il répond directement en directive. Et lorsque le 1 reçoit le CTS en directive, il a l'information sur le 6. Donc, lui, il envoie les données directement sur une transmission directive. Donc, la transmission du RTS se fait en omnidirectionnel, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais lorsqu'on a identifié un petit peu où est-ce qu'elle est la destination, on bascule sur une transmission directive. Donc, on va gagner énormément en termes d'énergie. Donc là, vous voyez, on a essayé d'utiliser cette information donc sur l'état parce que si on sait où est-ce qu'il est l'utilisateur, on va faire du beamforming, ça c'est de la couche phi, d'accord, mais qui va permettre d'optimiser les performances aussi. Et on a utilisé aussi l'information du routage, d'accord, donc il y a une coopération phi routage MAC de telle sorte à ce que on va essayer d'optimiser les performances. Voilà, donc là, je donne les résultats qu'ils ont trouvés. Donc, par rapport au Wi-Fi, cette histoire de multi-hop et d'utiliser une transmission au début normale, c'est-à-dire omni, et de basculer suite à l'information du routage vers une transmission beamforming, il y a un gain très intéressant d'après ces résultats au niveau de la capacité. D'accord ? Donc, l'average throughput, il est très, très amélioré. Je voulais présenter aussi... Qu'est-ce qui était... Non, pas nécessairement cognitive. Ça, c'est plutôt cross-layer design, dans ce point-là. On n'a pas encore combien... Enfin, ça existe des travaux, je vais en montrer certains que nous avons fait, mais dans cette approche-là, ce n'est pas nécessaire que ça soit Parce que là, on envoie un RTS et on attend le CTS pour estimer un peu le canal, la direction, et après, on fait du beamforming. D'accord ? Donc, il y a une coopération entre phi, MAC et routage. D'accord ? Mais bon, donc ils ont montré qu'il y a un gain énorme au niveau, donc une coopération entre les couches, voilà, ça permet d'améliorer à la fois la capacité et on le devine bien évidemment avec du beamforming, on va aussi améliorer l'efficacité d'énergie. Alors une autre stratégie, je vais juste voir un petit peu ce qui a été proposé. Oui, voilà, ça c'était par rapport au packet error rate. Donc ici, ce qui est fait dans donc ça c'est un papier, enfin c'est des formules des papiers de Gupta et Kumar. Donc on a pour maximiser un petit peu le throughput, l'expression du throughput elle est en fonction donc du débit, elle est en fonction du nombre de nœuds et elle est en fonction de la portée, de la transmission, de la distance de transmission. Donc ce qu'ils ont montré, c'est qu'en faisant une approche cross-layer design, la couche physique, elle va donner l'information sur le SNR et sur l'interface, c'est pas l'interface, c'est les interférences. Donc l'information sur les interférences et sur le SIR, sur le Signal to Interference Ratio et sur les interférences, ça va remonter vers la couche de routage. Donc ça, c'est une information qu'on peut exploiter. Par exemple, si je trouve, juste basiquement, j'ai l'information sur les différents nœuds et je sais que ceux qui ont un mauvais SNR. Bon, ça ne sert à rien de passer par ça. Parce que d'abord, il va y avoir des retransmissions, de la consommation d'énergie et des délais. D'accord ? Donc là, c'est une coopération phi-routage qui permet d'optimiser. Et en contrepartie, la couche routage donne à la couche physique quel est le next hop, parce que c'est elle qui fait le routage. Cette information peut être aussi exploitée par la couche physique, pour savoir quels sont les next hops, et elle va choisir en fonction du SNR, par exemple. Donc il y a cette boucle entre phi et routage qui va permettre, bien évidemment,
d'optimiser les délais, d'optimiser la consommation d'énergie. Et si on améliore la qualité des transmissions, on devine bien sûr que ça va améliorer aussi la capacité. Ici, ils se sont focalisés sur l'analyse du bit error rate. Donc, quand on choisit les points qui ont les meilleurs SNR, on voit que l'approche qu'ils ont proposée, les bit error rate chutent. Bien sûr, il y a moins de paquets, puisqu'on est au niveau paquet. On n'est pas, les packet error rates sont beaucoup plus faibles. Donc voilà, ça c'est une autre illustration de cross-layer design. Alors juste pour répondre à Mohamed Ben Kahla, donc là c'est combiné. Là on a essayé de combiner. Donc ça c'est un travail qu'on a fait avec un de mes doctorants en collaboration avec des collègues donc en Norvège. Alors l'idée c'est si vous voulez dans les Wi-Fi, tout ce qui est CSMA, CSMA, donc vous avez Carrier Sensing Multiple Access, Collision Detection, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le back-off exponent algorithme qui est utilisé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, le back-off exponent algorithme. Donc, lorsqu'on transmet, on a plusieurs utilisateurs, c'est ce qui se passe dans le Wi-Fi. C'est-à-dire, il y a un utilisateur qui transmet. Si jamais le message ne passe pas, c'est-à-dire il y a une collision, d'accord, la prochaine fois pour qu'il puisse transmettre, c'est plus long. D'accord, la probabilité, voilà, il va choisir un nombre aléatoire, il va attendre le délai parce que le temps est divisé en unités, à n fois un nombre aléatoire, le nombre d'unités de transmission. Donc plus il a des collisions, plus il va émettre plus tard. Donc ou s'il réémet, il va avoir une perte d'énergie parce que les retransmissions, ça coûte de l'énergie. Donc nous, ce qu'on avait proposé, c'était l'approche suivante. C'est que je vais faire du sensing. Il y a du channel assignment, on teste le CA, c'est-à-dire l'occupation du canal. Ça existe dans le CSMA. Donc eux, ce qu'ils font, c'est binaire. Il est libre ou occupé. D'accord ? Donc s'il est libre, ils transmettent. Bon, il y a un risque de collision. S'il est occupé, ils trouvent quelqu'un, ils ne transmettent pas. Donc nous, on a dit, déjà, il y a, lorsqu'on trouve que quelqu'un transmet, si le canal est mauvais entre moi et celui qui est en train de transmettre, c'est pas grave, je peux moi aussi transmettre parce que le canal est mauvais, donc c'est comme s'il y a un fade-in entre lui et moi, donc il va y avoir un fade-in de moi vers lui. Vous comprenez ? C'est-à-dire il y a quelqu'un qui transmet. Donc j'ai une information, je vais vous expliquer comment on va faire. C'est-à-dire j'arrive à trouver une information sur l'état du canal. Est-ce qu'il est bon ou mauvais ? Si le canal est mauvais, de toute façon, lui, il ne va pas me voir et moi, je ne vais pas le voir, parce qu'il y a une sorte de fade-in entre nous. D'accord ? Donc on a dit, même quand il y a quelqu'un, on va quand même transmettre et essayer d'optimiser le temps de transmission. Donc ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. Voilà, donc on a utilisé le blind sensing, la dimension du canal. Donc ce qu'on a dit, c'est que si la dimension, le détecteur que je vous ai expliqué tout à l'heure, si la dimension elle est réduite, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de transmettre. D'accord ? Donc on a estimé le nombre de valeurs propres, le nombre de degrés de liberté. On les a classés en 3, on les a divisés en 3. Si ils sont inférieurs à un seuil, le nombre est inférieur à un seuil, c'est qu'il y a un utilisateur fort, un fort signal. Donc là, je ne transmets pas. Si ils sont comprises entre une valeur, un seuil 1 et un seuil 2, probablement il y a quelqu'un, mais il est en fade-in. Parce que si le nombre de degrés de liberté s'étale, ça c'est aussi l'étude qu'on avait fait sur le détecteur de ce type, c'est que lorsque la dimension augmente, mais ça reste différent du bruit, c'est que le signal, lorsqu'il arrive, il a été étalé par le canal. Donc là, on dit qu'il est en situation de fade-in, c'est pas grave, donc je peux émettre aussi. Et la troisième partie, c'est lorsque le nombre de degrés de liberté est supérieur à une certaine valeur, c'est qu'il y a du bruit, parce que là, c'est que du bruit. La totale de la matrice et les deux rangs pleins, c'est que du bruit, d'accord ? Donc on a fait cette hypothèse et on a proposé cet algorithme. Donc on commence au début par utiliser le back-off, la valeur minimale du back-off pour initialiser la transmission. Et on fait du spectrum sensing, d'accord ? Donc, lorsque on regarde l'état du canal. Si le canal, la dimension du canal est petite, alors à ce moment-là, on transmet. On augmente le back-off exponentiel, on transmet. Si
non, pardon, Q small. Donc là, on augmente le back-off exponent, c'est aussi la durée d'attente pour ne pas transmettre. Donc là, on ne transmet pas. Hein, ça veut dire que l'attente, elle est plus importante. Si le Q, il est 0, on transmet. Si le Q, il est large, on transmet. Si on reçoit un ACK, c'est que ça va, la communication s'est bien passée. Si on ne reçoit pas d'ACK, là, on a, bon, je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais on a utilisé un modèle basé sur les chaînes de Markov pour trouver le back-off exponence optimal un petit peu, d'accord? Donc, ce qu'on a proposé, c'est de chercher, ça veut dire qu'on est en situation de fade-in, d'accord? Et donc là, on a fait une optimisation pour, bon, je vous donne les détails qui sont là. Donc, on arrive à trouver le back-off exponent optimal un petit peu qui me dit, voilà le temps d'attente, parce que ça ne sert à rien de transmettre avant, je vais avoir des problèmes de qualité de transmission et je vais encore avoir à retransmettre. Donc, juste pour vous montrer un petit peu les résultats, donc ça, c'est la solution avec du blind sensing. Et ça, c'est le standard CSMA, d'accord? Donc là, on n'utilise rien. Bon, entre les deux, il y a des gens qui ont essayé d'améliorer les choses. Donc vous avez tous les détails dans le papier. Donc nous, c'est cette solution basée sur du blind sensing. Le blind sensing, c'est une technique de la radio cognitive. Et le standard CSMA, Collision Channel Assignment, où donc il y a aussi la solution CD. Donc là, c'était Channel Assignment. Donc là, ce qu'on voit ici par rapport à donc là, c'est le back-off exponent, il est dans le cas du CSMA-CA, bon, il va rester donc constant, ça dépend en fonction de la mobilité du nœud, un petit peu. On a fait des simulations en fonction de la mobilité du nœud. Et ce qu'on voit, c'est que oui, ça, c'est peut-être pas la figure la plus, je dirais, qui illustre. Voilà. Je vais aller vers les consommations d'énergie. Voilà, c'est ça. Donc, si on regarde le BSS, la solution basée sur du blind sensing, parce qu'on a calculé le nombre de retransmissions et l'énergie consommée par les retransmissions. Dans le cas où on exploite cette information sur l'état du canal, et dans le cas où on n'utilise pas du tout l'information sur le canal. Donc, on va regarder entre le rouge et le BSS. Le BSS, on utilise le blind sensing. Le rouge, c'est le conventionnel CSMA. Donc, on voit que la consommation d'énergie, elle a été dramatiquement, elle a été énormément améliorée. D'accord? Donc là, on est à des rapports donc là, on est, voilà, ici c'est 0,02 et là, on est à 0,8. Donc il y a un rapport de 400 quand même. C'est beaucoup de, enfin, je veux dire, on avait des résultats qui étaient assez intéressants. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'avec des petites, c'est-à-dire en exploitant des outils qui existent déjà, on peut améliorer énormément les performances énergétiques. Et encore une fois, ça ne sert à rien de transmettre si le canal est mauvais. Ça, c'est quelque chose qui va nous coûter en termes d'énergie. Oui, mademoiselle? C'est une très bonne question, on ne l'a pas encore fait. Donc, vous parlez du blind sensing du détecteur? Non, ça, on l'a fait. On a dérivé, j'ai montré tout à l'heure, vous les avez dans les slides, on a dérivé le seuil de détection. Le seuil de détection qui nous permet d'avoir une probabilité de détection assez importante, ou bien une probabilité de fausse alarme qui est fixée. On a fixé la probabilité de fausse alarme, et sur la base de ça, on a dérivé, je ne vais pas revenir en arrière, mais vous avez Par contre, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est la segmentation du canal. C'est-à-dire, j'ai le canal qui occupé, donc jusqu'à un seuil Q1. Ensuite, j'ai le canal qui est occupé, mais bon, il y a du fade-in. Et après, j'ai du bruit. Cette segmentation, on n'a pas fait d'études poussées là-dessus. D'accord? C'est-à-dire, comment je classe le canal? Moyen, bon et mauvais. D'accord? Non, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire, là, je reçois un signal. Si je veux détecter s'il y a un signal, ça on a fait. C'est dans les slides. Si je veux maintenant classifier l'état du canal, c'est le canal, est-ce qu'il est bon ou mauvais, ou il n'y a que du bruit, il est libre.
Ça, c'est la classification. Donc, peut-être vous allez faire une étude analytique, vous allez trouver que c'est lié, mais on n'a pas fait cette étude. C'est ce que je suis en train de vous dire. Là, on a classé en disant, selon les mesures qu'on avait, les mesures réelles sur certains signaux, sur le Wi-Fi, on a trouvé qu'à partir d'une certaine valeur de Q, le signal, enfin, en dessous d'une certaine valeur, le signal, il est très fort. Donc, il y a présence de quelqu'un. Entre une valeur et une autre valeur, on a trouvé que bon, le signal il est mauvais, si vous voulez. Donc c'était pas vraiment le choix de la classification du canal d'une façon précise n'a pas été faite. Cette partie n'a pas été faite. Voilà. Donc il y a matière à creuser pour trouver justement cette classification d'une façon un peu analytique et propre. Ça n'a pas encore été fait. Voilà. On voulait juste montrer que en distinguant le canal entre très bon, très mauvais et libre, il y a quelque chose on gagne au niveau de l'énergie. D'accord ? Bon, j'avance. Alors juste, je vais aller rapidement sur... Ça, c'est quelque chose qu'on a fait, c'est vraiment pas très poussé, mais ça montre un petit peu le fait qu'il y ait une coopération entre d'abord entre plusieurs réseaux, hein, c'est une coopération entre les réseaux, et l'information, bien évidemment, sur Pardon, j'essaie juste de... Voilà, donc une coopération entre les réseaux qui permet un petit peu de faire du offload. Tout à l'heure, j'ai expliqué le offload. Ça veut dire quand je suis proche, même si ce sont deux stations de base qui sont différentes. On est même dans le cas classique, c'est-à-dire il n'y a même pas... On est dans le cas, par exemple, de deux cellules qui utilisent deux fréquences différentes, déjà dans un premier temps, d'accord ? Deux fréquences différentes. Et j'ai des utilisateurs, et vous savez, bon, typiquement ça, on a deux opérateurs. Au Maroc, par exemple, on a plusieurs opérateurs, on a 3. Si je prends 2 opérateurs, parfois l'utilisateur de l'opérateur 1, il est tout près de la station de l'opérateur 2, mais il ne passe pas, parce qu'ils ne coopèrent pas entre eux. D'accord ? Parce qu'ils sont dans une logique de... voilà, il n'y a pas du tout de coopération entre les réseaux. Donc l'idée qu'on a dit, essayons de voir tout simplement si, quand je suis proche d'un utilisateur, parce que là, l'idée c'était de voir le gain en énergie. Si je suis proche de la station de base d'un autre utilisateur, est-ce que je peux, si je suis acheminé par cet utilisateur, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau du gain énergétique ? Donc ce qu'on a trouvé, c'est que bon là, avec un modèle de cost, etc. Donc là, on a l'information sur le SANR, on a fait une allocation de ressources, de puissance basique. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on gagne énormément au niveau de la consommation d'énergie. Donc ça, c'est le mean average power per cell. Donc ce qu'on voit ici, c'est que lorsque les deux réseaux coopèrent, donc ce qu'on a fait, c'est que lorsque les utilisateurs, sur la base de la distance ou du gain, lorsqu'ils sont proches de la station B, on les déconnecte de leur station de base et on les connecte vers l'autre station de base, celle de l'autre opérateur, d'accord ? Et vice-versa. Donc on est toujours dans du short range en fait, on est toujours dans la courte portée. Les utilisateurs ne communiquent pas avec une station de base s'ils sont loin, ils communiquent toujours avec la plus proche, qui peut être celle d'un autre opérateur, d'accord ? Donc c'est un peu du offload entre des opérateurs différents. Donc là on a trouvé que quand même le gain il est, vous voyez, bon ça peut être entre, ça c'est en dBm, donc il peut y avoir un gain carrément de 40 dB, d'accord ? Donc voilà, c'est-à-dire 40 dB, c'est quand même 10 à la puissance, voilà, donc c'est 10 à la puissance 4, hein, c'est 10 000, hein, 10 à la puissance 2, c'est 100. Donc c'est quand même énorme, hein, 40 dB c'est pas rien. Donc voilà, donc là c'est un truc tout simple et qu'on peut exploiter pour essayer de... Ça on l'a plugué sur les femtocell, juste pour aller rapidement, parce que dans les femtocell il y a plusieurs... voilà, je vais aller directement vers le dernier slide. Donc là c'est les scénarios de femtocell. J'ai par exemple une macro ou j'ai pas de macro, il y a les deux scénarios. Et j'ai des petites cellules, hein, qui communiquent toutes sur la même fréquence. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué cette histoire de classification, c'est-à-dire lorsque les utilisateurs sont proches d'une cellule, ils sont offloadés par cette femtocellule, d'accord ? Et donc, après, pour gérer les interférences, on a proposé un algorithme basé sur la théorie des jeux, et donc la gestion d'interférences et l'allocation de ressources est basée sur la théorie des jeux, et les utilisateurs ne communiquent pas nécessairement avec leur station de base. Lorsqu'ils sont
proches d'une station de base, ils sont acheminés. Donc il y a du coopératif offload. Bon, les résultats, c'était prévisible, comme ce qu'on avait trouvé avant, c'est que average transmit power before classification and after classification. Donc, vous voyez que les gains sont ça c'est quoi? Ça c'est transmit power. Donc, les gains sont énormes. Bon, bien évidemment, si on transmet sur un lien avec une courte portée, la capacité, elle est améliorée, elle est automatiquement améliorée. Et c'est ce qu'on a effectivement retrouvé au niveau de la capacité. Voilà, donc je suis un petit peu fatiguée. Vous avez tous les détails. Donc un petit peu dans le... Voilà, donc je pense que je suis arrivée à la fin, donc vous avez tous les détails sur le slide. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste une petite remarque, pas une question. Donc vous recommandez que les opérateurs coopèrent entre eux pour minimiser la radiation. Voilà, tout Parce à fait. que maintenant, on a les 3 opérateurs en Tunisie. Il y a des zones où les 3 opérateurs sont présents. Il y a des zones où les 3 opérateurs sont absents. Donc, ils ne pensent jamais à coopérer. Et vous savez que... je vais parler la vous savez qu'ils ne font pas du co-siting, malheureusement. Ils ne font pas du co-siting, parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Donc, quand ils font du co-siting, ça veut dire que lorsque vous avez la station de base d'un opérateur, vous avez les autres. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une diversité, en fait, de facto. Bon, après, ce qu'ils vont dire les opérateurs, c'est que, si l'utilisateur de l'opérateur A passe par la bande, par la fréquence ou par le réseau de l'opérateur B, c'est qu'il faut qu'il le démodule. Il y a un problème de sécurité. Hein, ça veut dire, vous savez qu'ils se disputent entre eux, les utilisateurs, donc là, il y a quand même, il ouvre son réseau. Donc là, nous, on a, c'est malheureusement un projet européen que je voulais, une proposition qui n'est pas passée, mais j'y tiens encore, et je suis vraiment, c'est de faire du blind, c'est d'acheminer le signal tel qu'il est. Mais ça, c'est encore, lorsqu'on aura des réseaux optiques derrière, on va avoir la capacité pour porter la radio sur tel quel. Voilà. Donc, si c'est fait en blind, voilà, là, on n'a même pas besoin de démoduler. On prend le signal et on l'achemine sur du IP. D'accord? Donc là, ce problème-là ne sera plus... mais je pense qu'il y a des choses à creuser là-dedans parce que vous avez vu les gains. Ils sont énormes. C'est quand même... Et dans la femto, par exemple, oublions les opérateurs licenciés, dans les femtocellules, c'est bien évidemment ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, si vous avez un environnement, je discutais avec des étudiants tout à l'heure, donc je leur disais qu'on peut faire on est sur des propositions d'idées d'avoir un scénario femtocell où il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure. Bon, bien évidemment, c'est comme dans les réseaux ad hoc, il faut trouver, le core network va être dynamique, parce qu'il n'existe pas. Donc, il faut inventer l'architecture du core network qui va être géré. Donc là, il faut, les utilisateurs, ils sont en mobilité, mais ils ne vont s'attacher qu'à la station de base avec laquelle ils ont le meilleur lien. Ils peuvent le faire en blind, ils peuvent le faire. Donc voilà, donc là, dans les femtocells, on n'a même pas besoin que les opérateurs s'entendent entre eux, puisque c'est un réseau ouvert où, pour la 5G, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, donc c'est un petit peu quelques idées à explorer. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah non. Je voulais revenir un petit peu sur l'aspect cross-layer, donc le diapo dans lequel vous avez présenté la boucle entre la couche 3, la couche réseau et la couche liaison de données. Oui, donc je vous écoute. Voilà celui-là. En fait, vous avez dit qu'on va choisir le protocole de routage, c'est-à-dire la destination, à partir du SNR. C'est une proposition. Oui, ma question, moi je travaille sur les aspects cross-layer, mais je travaille un petit peu sur les couches supérieures, c'est-à-dire la couche transport que je n'ai pas trouvée dans... C'était l'application, le réseau, il n'y a pas la couche transport. Oui, j'ai cité les sources, d'accord. Donc je vous ai dit, j'ai pris, effectivement, après voilà, qu'est-ce que le transport pourrait apporter, ça aussi, parce que le transport, c'est normalement la segmentation ça va se faire aussi. Segmentation et contrôle de congestion surtout. Voilà. Oui. Là pour la présentation, donc pour la boucle entre la couche réseau et la couche physique, le SNR. Donc ça, c'est une information qu'on doit échanger pour choisir la route en fonction du SNR. Par exemple. Mais comment se fait l'échange?
pour le Crosslayer, parce que l'aspect protocolaire du modèle OSI tel qu'il est conçu, c'est rigide. Donc il n'y a pas d'échange transversal d'informations. Oui, d'accord. Bon, déjà, effectivement, dans les standards qui existent, ils sont comme ils sont. Hein, c'est des formats de Mac, PHY. C'est des formats qui sont là et donc on ne va pas trop les bousculer. Mais j'essaie de répondre à votre question. Par contre, dans la 5G, etc., rien n'empêche de changer les protocoles. D'accord ? Là, c'est des propositions. C'est-à-dire si on décide d'aller vers l'approche cross-layer design, parce que vous savez, le modèle OSI, les différents paquets sont encapsulés. Hein, donc quand on passe d'une couche à l'autre, c'est de l'encapsulation, d'accord ? Donc c'est encapsulé. On peut utiliser des champs libres, le type. Il y a des champs qui peuvent être disponibles. Donc ces champs-là, on peut utiliser, c'est-à-dire le SANR, on n'est pas obligé d'envoyer la valeur exacte, mais on peut faire une classification, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3 ou 4. Donc on va envoyer une information qui dit que le SNR il est mauvais ou bon comme j'ai fait pour le canal, je peux le faire pour le SANR. En fait, pour le cross-layer, le problème majeur, c'est le dialogue entre les couches. Donc il y a des solutions que j'ai vues dans la littérature qui prévoient d'ajouter une entité qui va assurer ce dialogue entre les couches, ou bien de faire un changement de format dans l'aspect protocolaire. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire dans la 5G, c'est ouvert, donc on peut changer le format. C'est à partir de la 5G. Non, mais 4G ou 5G. Mais c'est-à-dire si vous prenez du Wi-Fi, il est ce qu'il est. Vous ne pouvez pas le changer, d'accord ? Mais vous pouvez exploiter des bits disponibles dans certaines, par exemple, dans certaines trames d'une couche à l'autre, que la couche physique peut remplir pour que la couche, par exemple, routage, peut les exploiter. Mais pour ça, il faut rajouter encore quelque chose qui dit à la couche routage, il faut exploiter ces bits. D'accord ? Donc c'est la couche que vous avez dit qu'on met en parallèle. D'accord ? Mais il y a des gens qui l'ont fait. Donc, par exemple, dans le Channel Assignment, il y en a qui ont fait Channel Assignment Adaptation, donc le CA2, c'est une proposition standard. Vous savez comment ça, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire il y a un standard, après si on propose une amélioration, on soumet la solution au standard, et si le standard accepte, il va sortir le E, G, F, etc. D'accord ? C'est des améliorations. Ça, c'est sur un standard existant. Si maintenant on change carrément le format des trames d'une couche à l'autre, là on passe sur une autre organisation des couches, mais tout est ouvert pour la nouvelle génération. C'est ce qu'on dit. Ils vous disent de faire ça, mais ils ne vous disent pas comment le faire. Mais si vous prenez un Mac ou un routage, enfin en tout cas une couche Mac avec un format donné, et vous améliorez un petit peu, ce n'est pas interdit. Si on démontre vraiment qu'il y a un gain important en termes d'efficacité énergétique, en termes de délai, etc., ça va finir par devenir un standard. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est la boucle entre la recherche et la standardisation. Ok, merci. Bon, une deuxième intervention, c'est pour juste que par curiosité, vous parlez de la Green IT. Là, j'ai lu dernièrement qu'on peut exploiter l'onde électromagnétique pour générer de l'énergie. Parce que l'onde électromagnétique, c'est un champ électrique. Elle porte de l'énergie. Et là, c'est de la tension et l'intensité, donc on peut profiter pour générer de l'énergie. Le vecteur de Poynting, si vous avez une onde transverse électromagnétique, vous avez le vecteur de Poynting qui est le produit vectoriel entre le champ E et le champ H, et vous avez la puissance que vous dérivez par un demi-E vectoriel H. Donc il y a de l'énergie. D'ailleurs, je ne vais pas faire un cours de physique, mais je veux dire, c'est le basculement entre le champ magnétique et le champ électrique, parce que vous avez les fameuses équations de Maxwell. Donc vous avez la variation dans l'espace d'un champ crée de la variation dans le temps. Et donc, on a un champ, quand il varie lui-même dans l'espace, crée une variation de l'autre champ. Donc, c'est une solution pour la Green IT, non ? Donc, c'est juste pour vous dire, il y a bien sûr de l'énergie dans une onde électromagnétique. Energy harvesting. Pardon ? Energy harvesting. Oui, energy harvesting. D'accord. Mais les RFID sont utilisés comme ça. Les RFID n'ont pas de source d'énergie. Ils sont alimentés par le signal qui arrive, parce qu'il y a de l'énergie. Bon, après, aller mettre des collecteurs d'énergie partout, ça serait génial, parce que ça va baisser le taux de rayonnement électromagnétique. Oui. Je trouve que c'est une belle idée. C'est ce que je vous ai dit, il est utilisé dans les RFID, mais on peut même collecter de l'énergie. Mais après, il faut voir c'est-à-dire la quantité. Est-ce que ça va faire tourner LTE ? C'est pas possible. Ça va faire tourner des RFID ? Tout à fait possible. Oui. Donc voilà, pourquoi pas ? Ok, merci. On va télépather. Mais c'est possible, vous savez, on va voir à la fin.
à la fin. Tout est onde. Il y a des ondes partout. Il y a une autre question. Donc, je vous invite, donc, les étudiants qui ont des posters à les afficher sur les panneaux qui existent à la sortie, près de la pause café. Donc, d'ici 14h, il y a le dîner qui est organisé à... Pour le dîner, pour le dîner, il y aura une soirée gala à 8h30 à la salle Jahrazet. Pour ceux qui n'ont pas un ticket, prière de confirmer auprès de Madame Jihen. Point registration, ici. Merci. Merci. Voilà. Pour le point de rencontre, ce sera à la hall de l'hôtel. D'accord. D'accord? 8h30, 20h30. Hein. Donc, le dîner gala, ça serait à salle Shahrazed, hein, et restaurant Shahrazed. Et on va se rencontrer au hall de l'hôtel. Donc, bon appétit. Hein, et on va revenir à 14h. Haka. Merci. Voilà, on va... On va trouver les danseuses russes. Voilà. Merci pour votre attention et voilà, j'espère que ça a apporté quelque chose. J'espère que c'était intéressant. Ah oui, c'est quoi la 5G? Mais j'y ai pensé. C'est pour ça que je vais arrêter ça.